Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Aria Marcella de Théophile Gautier, qui est un auteur français du 19e siècle, comme d'habitude. C'est une nouvelle qui, en gros, suit l'histoire de trois étudiants français qui vont en Italie et qui vont visiter notamment Pompéi. Ça fait très euh, un peu Dark Academia, de Secret History. Ils parlent latin entre eux, ils font des références à l'art italien, tout ça. Donc si jamais, ça j'ai bien aimé. Mais l'aspect le plus intéressant dont je voulais parler, alors en fait, ce qui se passe en gros, c'est qu'il y a Octavien, un des étudiants, qui va commencer à avoir une espèce de fascination, une obsession pour une parcelle de buste qui a été conservée depuis l'éruption du Vésuve. Et en fait, en gros, c'est ça quoi. Et en gros, on peut y distinguer genre un sein et une côte de femme. Et il va commencer à tomber amoureux de cette femme qu'il connaît pas du tout, évidemment. Et après, ça va partir un peu dans le surnaturel, le fantastique, et de la manière que Théophile Gautier, enfin, de la manière dont Théophile Gautier sait le faire, que personnellement j'aime beaucoup. Ça, c'est ma nouvelle préférée de Théophile Gautier, je pense. Me demandez pas lesquels j'ai lus parce que ça va pas le faire, mais bref. Ce que je trouve hyper intéressant dans cette histoire, c'est la forme de réécriture en fait du mythe de Pygmalion et de Galatée, que vous connaissez sûrement. Dans le sens où on a une forme de création inversée ou de recréation de la femme qui va de pierre devenir chair, mais finalement retourner à la poussière ou à la pierre. Il y a des citations et des expressions notamment qui, je trouve, font beaucoup référence, enfin, se rapprochent finalement de ce mythe-là. En fait, alors, pour le côté fantastique, je vais pas trop vous développer, mais on va dire qu'il finit par rencontrer cette femme-là. Je vous dis pas comment, mais il finit par la rencontrer. Et c'est pendant cette rencontre que finalement la statue, qui n'en était pas une parce qu'en réalité c'est juste un moulage de son corps, mais la statue va devenir femme et va prendre vie. Et en même temps, c'est un mouvement un peu inversé parce que derrière la chair, et ce qui est ou non une hallucination de sa part, derrière la chair, y a toujours finalement cette sensation de froid et de marbre, et qui dit déjà finalement la fin de cette femme-là, la manière dont elle mourra et la manière dont elle va disparaître de cette hallucination de cet épisode. Il dit notamment, quand il la rencontre, à mesure qu'elle buvait, une imperceptible vapeur rose montait à ses joues pâles, de son cœur qui n'avait pas battu depuis tant d'années. Cependant, son bras nu, qu'Octavien effleura en soulevant sa coupe, était froide comme la peau d'un serpent ou le marbre d'une tombe. Et, euh, et la femme, en fait, va lui dire elle-même, pas longtemps après, que c'est son désir qui lui a rendu la vie, de la même manière que Galatée prend vie parce que Pygmalion l'a désiré, en fait, et a supplié, je sais plus qui, Athéna, de lui donner vie, donc par amour et parce qu'il l'aimait. Et c'est précisément donc le désir ou l'amour qui donne vie à la femme de Pierre. Et on a aussi un peu plus loin Octavien donc est en train de se rapprocher en gros de la femme et ses bras sont désignés comme des beaux bras de statue, froids, durs et rigides comme le marbre. Donc on a des références évidentes à Pygmalion et Galatée et c'est ça que je trouve intéressant parce que pour des raisons évidentes, sachant que je m'appelle Galatée. Bref. Sinon, enfin je m'appelle pas Galatée, il y a des gens qui croient que c'est mon vrai prénom mais c'est pas mon vrai prénom. Ce que j'ai trouvé intéressant sinon dans les thèmes généraux du récit, c'est la beauté justement qui semble destinée finalement à devenir statue, dans le sens où elle devrait être conservée par l'histoire telle qu'elle, donc dans sa jeunesse et dans sa fermeté, tout ce que vous voulez. Le fait que le devoir de mémoire repose ici sur la beauté et le personnage d'Octavien est complètement... c'est le personnage du poète qui a tendance à vouloir tout lyriciser ou romanticiser et qui pense justement que la beauté serait le bien supérieur presque, ce qui peut être rattaché évidemment à la théorie de l'art pour l'art de Théophile Gautier,
qui met justement l'art et la beauté au centre même de tout, pas juste de l'art, mais au centre finalement de la vie. Donc il y a ces questions de conservation, de mémoire et d'une forme d'éternité de la vie, dans le sens où rien jamais ne prendrait fin et où tout survit finalement dans l'histoire, même si elle n'est pas conservée précisément dans la pierre ou dans le marbre. Et comme j'ai rien d'autre à dire, parce que c'était quand même assez court, je vais vous lire un passage que j'ai trouvé très beau. Donc là, en fait, c'est quand Octavien, c'est au tout début, quand il va rencontrer, d'une certaine manière, ce buste qui a été moulé dans la pierre, enfin dans la lave, et qu'il essaie, enfin qu'il est complètement embarqué dans une forme d'exaltation romantique. Les phrases banales du guide causèrent une vive émotion à Octavien. Il se fit montrer l'endroit exact où ces restes précieux avaient été découverts, et s'il n'eût été contenu par la présence de ses amis, il se serait livré à quelque lyrisme extravagant. Sa poitrine se gonflait, ses yeux se trempaient de furtives moiteurs. Cette catastrophe, effacée par 20 siècles d'oubli, le touchait comme un malheur tout récent. La mort d'une maîtresse ou d'un ami ne l'eût pas affligé davantage, et une larme en retard de 2000 ans tomba. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain. Bisous.